Voilà, donc on va commencer cette émission avec Nessim. Oui, je vous rappelle le principe de cette chronique. Il s'agit de rapporter en une dizaine de minutes à peu près des événements de la semaine dans le monde arabe qui n'ont pas ou peu été traités par la presse française. Et aujourd'hui, j'ai une envie subite de vous parler d'un pays dont on parle beaucoup et qu'on connaît en fait très peu. Et ce pays, c'est l'Arabie Saoudite. Et si vous devez utiliser un mot pour décrire l'Arabie Saoudite, je vous dis Arabie Saoudite, vous dites quoi? Désert. Pétrole. Pèlerinage. Alors là, je sais pas si c'est une bonne référence, mais est-ce que c'était pas ce qui était considéré comme le grenier à un moment donné de l'Europe, c'est-à-dire là où plus qu'un mot. Hein. Pardon? C'est plus qu'un mot là, c'est. Ouais. Mais je sais pas si c'était comme ça qu'était le grenier de l'Europe. Non, en fait c'était au niveau des fruits et légumes, etc. Qu'il y en avait beaucoup qui étaient cultivés en fait dans cette période. Peut-être, je sais pas. Peut-être dans les périodes plus anciennes. J'aurais dit plus au nord, je dirais l'Euphrate étaient des régions qui étaient un peu plus fertiles. Ouais. Des régions pacifiques et fertiles. Mais en général, c'est vrai que pour décrire l'Arabie Saoudite, on parle du pétrole, et c'est vrai que c'est important le pétrole en Arabie Saoudite. C'est 45% du PIB, du produit intérieur brut, et c'est 80% du budget de l'État, enfin des recettes du budget de l'État. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il y a des conséquences en ce moment vis-à-vis du pétrole en Arabie Saoudite parce que, vous le savez, depuis 2 ans, le prix du pétrole a énormément baissé. Depuis juillet 2014, le prix du pétrole a été divisé par 2. Ce qui fait que les recettes, forcément, de l'État saoudien ont été également complètement divisées et ça a eu des conséquences dans la société saoudienne dont je vais essayer de vous parler à travers différents articles que j'ai lus cette semaine sur la société saoudienne qu'on connaît finalement pas tant que ça. Et les premières conséquences de la chute des prix du pétrole en Arabie Saoudite concerne l'entreprise qui fabrique du pétrole. Est-ce que vous la connaissez? C'est une entreprise richissime qui est pas très connue, qui a un chiffre d'affaires qui est 2 fois plus élevé que celui de Total, quand même. Exxon. C'est pas Exxon. C'est le numéro 1 mondial du pétrole en termes de production de pétrole. Ils produisent 2 fois plus de pétrole que le 2e mondial. Et je lisais des avis d'experts que cette société n'est pas cotée en bourse. Si elle était cotée en bourse, elle serait au minimum 2 fois plus chère. Elle vaudrait 2 fois plus cher au minimum que la société actuellement la plus chère qui est Apple. Si elle est cotée en bourse à hauteur de 5%, il s'agit d'Aramco. Aramco, c'est le leader mondial du pétrole et cette société Aramco ne va pas très bien finalement depuis qu'il y a eu une chute des prix du pétrole. Et il y a eu ces derniers mois une vague de démissions au sein de la société. Et il y aurait en sous-main des incitations à faire partir des gens à la retraite anticipée, par exemple. Et certains cadres de la société seraient menacés. Le DRH en personne, par exemple, serait sur la sellette de la société. Donc il y a un climat social assez délétère a priori dans Aramco en ce moment. La société, elle nie les faits. Elle essaye de parler autre chose. Par exemple, elle a annoncé cette semaine un vaste plan d'embauche de personnes handicapées. Mais on peut penser que cette société, qui est, je vous le dis, richissime, qui est un véritable État dans l'État, l'une des entreprises les plus riches du monde, va pas très bien actuellement, et ça se ressent sur forcément la société saoudienne. Alors, ça c'est d'un point de vue économique, mais d'un point de vue social, vu qu'il y a 2 fois moins à peu près d'argent qui rentre par rapport au pétrole, il y a des répercussions. Des répercussions dans certains secteurs, par exemple le secteur de l'immobilier. Et il y avait des articles qui paraissaient cette semaine sur le fait que le marché public tournait au ralenti en Arabie Saoudite. Il y a pas mal de projets qui ont été arrêtés, y compris il y a un projet qui a été ralenti qui est celui du métro de Riyad par exemple, qui fait 38 km et qui a été stoppé. Et il y a un rapport qui est sorti cette semaine qui indiquait que le prix de la valeur de l'immobilier en Arabie Saoudite est à peu près 3 fois supérieure au pouvoir d'achat de la population. Et quand la valeur de l'immobilier est 3 fois supérieure au pouvoir d'achat, ça a un nom, ça s'appelle une bulle immobilière. Ça veut dire que... Oui, surprise. Juste une question, la population, c'est les citoyens ou c'est les non-citoyens aussi? Qu'est-ce que tu englobes dans le terme population? Alors c'est citoyens et non-citoyens, c'est 30 millions de personnes en tout. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a une bulle immobilière en Arabie Saoudite qui est sur le point d'éclater.
tous les signes le montrent. L'État essaye de retarder l'échéance en augmentant les prêts. Par exemple, les prêts à la consommation ont augmenté de 10% cette année, mais on le voit, les ventes déjà commencent à baisser. Elles ont baissé de 30% cette année quand même, les ventes de l'immobilier. Il y a les prix des appartements, les prix des maisons baissent aussi. Et donc, si vous voulez investir, si vous voulez acheter en Arabie Saoudite, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez avoir un pays où il fait pas nuit à 15 heures, où il fait jour, où il fait du soleil toute l'année, c'est le moment d'acheter. Oui, moins 10% pour les apparts cette année, par exemple. Et donc ça, c'était la deuxième conséquence. Il y a une conséquence, celle sur Aramco, l'autre conséquence sur l'immobilier. Il y a une autre conséquence sur la population en tant que telle, sur les gens qui deviennent de plus en plus pauvres en Arabie Saoudite. Et alors j'étais étonné quand je préparais l'émission, je lisais donc du coup des articles. À votre avis, donc il y a 30 millions de personnes en Arabie Saoudite. Combien il y a d'étrangers en pourcentage? Et quels sont les étrangers, les pays qui ont les plus grandes minorités en Arabie Saoudite? Les Pakistanais, il y a un énorme pourcentage d'étrangers et c'est tous les Pakistanais qui travaillent à des boulots sous-payés. Raison pour laquelle 3 fois au-dessus du niveau de vie, ça me surprenait, sachant que ces gens-là, à mon avis, sont pour beaucoup pas comptabilisés. Ah oui. Alors effectivement, c'est les Pakistanais. Là, c'était le niveau de vie global en fait de la population, y compris des gens richissimes. C'était. D'accord, oui, c'est une moyenne quoi. C'était une moyenne, oui. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent de Pakistan, d'Inde, d'Indonésie, Philippines et Bangladesh, et ça représente un tiers de la population. J'étais assez étonné parce que moi j'ai l'image de l'Arabie Saoudite comme d'un pays plutôt saoudien, contrairement aux pays du Golfe où les pays du Golfe c'est encore pire, c'est vrai. Hein, c'est jusqu'à 80 à 90% de la population qui n'est pas arabe, qui est bengali ou pakistanaise, etc. Mais dans l'Arabie Saoudite, il y a un nombre assez important d'étrangers qui sont touchés par la pauvreté. On estime, comme un peu ce que tu sous-tendais, il y a un article qui est paru cette semaine, il y a 12 millions de personnes qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de couverture médicale en Arabie Saoudite en ce moment. On en parle pas mal dans les médias français. Hein. Il y avait eu beaucoup de voix qui s'étaient élevées quand l'Arabie Saoudite avait candidaté pour la présidence des droits de l'homme ou la commission des droits de l'homme à l'ONU. Ouais. Et qui avait rappelé les conditions de travail. Oui, c'est vrai. Des gens. C'est vrai. Moi j'avais plutôt, j'avais l'image encore pire des pays du Golfe, mais bon, là du coup je le lisais dans un article cette semaine. Il y a un nombre croissant de pauvres aussi, c'est ce que je disais dans certains articles cette semaine, notamment des femmes pauvres. La pauvreté touche souvent les secteurs les plus, certains secteurs en priorité. Et là, il y avait une statistique comme quoi à peu près 50% des femmes n'avaient pas de moyens de survie n'avaient pas de couverture en termes d'assurance sociale par exemple, notamment les personnes qui sont veuves, les orphelines, etc. Donc il y a un nombre croissant à la fois de pauvres et de personnes qui n'auraient pas de couverture médicale. Alors en théorie l'État est censé agir, le ministère du Travail a dit qu'il voulait obliger les employeurs, les assurances à prendre les employeurs à prendre des assurances pour les travailleurs. Mais bon, c'est un processus qui admet aussi de la volonté politique. Et dernière chose, il y a donc la baisse des prix du pétrole a des impacts sur la société et il y aurait des mouvements sociaux qui commenceraient à naître. C'est ça qui est intéressant aussi en Arabie Saoudite, avec notamment sur les réseaux sociaux, il y a le hashtag grève notamment qui se répand de plus en plus, comme on peut l'imaginer dans les réseaux sociaux saoudiens. C'est alors ou pas? Alors non, c'est en arabe, hein, que c'est le monopole du mot. C'est tellement connu le mot grève en français, du coup il est internationalisé. C'est ça. Qui incite à des grèves contre. Je lisais sur l'article sur le journal en question sur certains impôts, parce que le FMI notamment demande maintenant aux pays du Golfe et à l'Arabie Saoudite de faire par exemple de la TVA, d'augmenter la TVA, sur l'emprisonnement des détenus politiques et d'autres sur parfois les privilèges aussi de la famille royale qui donc sont contestés en priorité.
Donc voilà, et bon, ça montre que cette société-là, malgré la dictature et malgré le peu d'informations qu'on a, semble quand même assez, à la fois assez complexe et assez vivante. En tout cas, il y a des mouvements qui se mettent en place, comme ailleurs dans le monde arabe. Tu as d'autres exemples de mouvements sur les réseaux sociaux qui sont mis en place avec des hashtags Concernant l'Arabie Saoudite ? Ouais, ce que tu disais. Donc, concernant l'Arabie Saoudite, j'ai lu un seul article sur ça. C'est vrai que c'est difficile d'avoir des informations sur l'Arabie Saoudite. En général, les journaux qui ont des informations sur l'Arabie Saoudite sont aussi des journaux qui sont détenus par des intérêts saoudiens ou par des Saoudiens eux-mêmes. Donc, on a quand même du mal à avoir des informations sur ce pays. Mais je disais un article d'un journal qui est détenu par des gens qui ont été en opposition aussi au régime saoudien, ce qui explique qu'il y a ça. Mais bon, j'essaye de suivre ça au quotidien. Donc, les mouvements d'opinion récents, j'imagine un peu de la jeunesse en particulier, sont le fait des citoyens nationaux d'identité saoudienne, ou aussi quand même d'une jeunesse un peu plus, on va dire, marginalisée, j'imagine au départ, fils d'immigrés ou de travailleurs étrangers sur place. Alors, bon, encore une fois, j'ai pas eu beaucoup d'informations sur l'article que je lisais. Ça avait l'air des personnes qui n'appartenaient pas à la famille royale et aux intérêts de la famille royale, parce que justement, ils critiquaient les privilèges de certains d'entre eux. J'ai pas beaucoup plus d'informations dessus, mais je sais que ça faisait partie de personnes qui habitaient en Arabie Saoudite. Donc voilà. Donc là, c'était un article d'un journal qui s'appelle Ray al-Yaoum, qui se traduit par l'opinion du jour. J'ai fait aussi cette chronique à partir de journaux qui sont détenus par des intérêts saoudiens comme El Hayat, La Vie, et Sharq al-Awsat, le Moyen-Orient. Mais bon, en tout cas, j'essaie de trouver d'autres informations sur ce pays. Merci beaucoup. Merci à toi, Nassim. Je me disais que si jamais les auditeurs veulent poser des questions par rapport à tes chroniques, parce qu'à chaque fois on apprend beaucoup de choses intéressantes et notamment savoir affaire à suivre, parce que je sais que chaque fois tu nous abreuves de nouvelles informations, vous pouvez aussi poser vos questions sur la page Facebook, et si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez plus de détails, voilà, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook et merci on beaucoup de y répondre. Merci. On va faire une petite pause musicale avant d'enchaîner sur la suite de l'émission avec un tube que nous connaissons tous, Thriller de Michael Jackson, puisque ce soir c'est une playlist spéciale Halloween. Voilà, après ce merveilleux rire de Michael Jackson, on va poursuivre sur le même sujet, donc Halloween. Je voulais vous parler un petit peu plus de cette fête et je voulais notamment essayer de me renseigner un peu plus au niveau de comment en fait les Danois célèbrent Halloween. Donc du coup, je me suis permis de faire une chronique sur ce sujet, voilà. Donc Halloween, pour rappel, c'est une fête qui se célèbre le 31 octobre, veille de la Toussaint. C'est une fête qui a traversé un peu l'Atlantique il y a quelques années pour des raisons commerciales évidentes. Ça nous vient des États-Unis. Donc pour votre information, et je pense que vous le savez, l'origine d'Halloween, au départ, en fait, c'est une fête celtique d'origine irlandaise. En fait, le nouvel an celtique. Et il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort. Donc, alors, les chroniqueurs essayent de faire une sorte de... C'est du pourrissage de chronique. D'accord. Le visitage pour la nouvelle... La nouvelle présidente, alors on pourrit sa chronique. Je pensais que c'était en train de faire la chorégraphie de Thriller de Michael Jackson, mais non, ça ressemble un peu... On s'intéresse à ce que tu dis. C'est une fête celtique, alors ça c'est étonnant, moi j'aurais jamais dit. D'accord. C'est comme quoi, tu vois. Nous les Bretons, on ne le savait pas. C'est bon. C'est vrai. Non, moi je savais pas. Ah oui, d'accord. Je crois que nous on est Bretons, on est celtiques. Oui, c'est vrai. Je savais pas. Oui, c'est vrai. Celtique jusqu'au bout des ongles. Attends, moi aussi je suis breton. T'es breton aussi. Partly. Dans ce cas-là, on est tous Bretons. Voilà. Donc une fête celtique.
Voilà, une fête celtique et en fait l'idée c'est que en octobre les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Du coup, pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. Voilà. Donc ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux États-Unis. Voilà. Et pour un peu plus d'étymologie, d'où vient le mot Halloween? Halloween, donc avec l'arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent à partir à peu près du 9e siècle de fêter la Toussaint, donc tous les saints, le 1er novembre. Et si on regarde de plus près le mot anglais, Halloween, ce serait une sorte de raccourci de l'expression All Hallows Eve, qui signifie le soir de tous les saints, c'est-à-dire la veille de la Toussaint, le 31 octobre. Alors là, j'attendais au tournant parce que moi j'ai entendu autre chose d'un entendu linguiste autre chose anglais qui disait que c'est vient de Hallowed be thy name, qui veut dire que ton nom soit sanctifié en anglais. D'accord. Et le contraire, c'est Hallowed out. Je pense que tu bluffes. Ouais, c'est Que tu essayes de mettre en difficulté la nouvelle présidente parce que tu es toi-même vice-président et que tu essayes de prendre sa place. Ça, C'est c'est ça. une stratégie. Non, j'étais Il dit qu'il veut pas le enchanté parce qu'il y a une controverse il y a déjà une controverse naissante, donc c'est absolument un enchantement de pouvoir commencer par un tel débat ultra linguistique. Tout ça sur le sujet d'Halloween. Passer à la suite. Passionnant. Bon, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Halloween? Donc, en France, on peut voir que les marques se sont un peu saisies d'Halloween comme une vraie opportunité business. On peut noter que durant les années 90, l'arrivée massive d'Halloween dans les magasins, les bars, les maisons et même les écoles. Et bon, apparemment, j'ai lu qu'on noterait qu'Halloween serait en perte de vitesse depuis 2006 pour cause de surmédiatisation commerciale en France. Mais bon, je suis pas sûre de cette info, donc je vérifierai mes sources la prochaine fois pour être bien sûre. Et par contre, en Amérique, on continue à dépenser chaque année pour s'amuser dans la nuit du 31 au 1er octobre, pardon. Non, c'est ça, du 31 au 1er novembre, excusez-moi. On dépenserait près de 7 milliards de dollars en bonbons, en citrouilles et en déguisements. Donc ça reste un gros business pour eux. Et finalement, la vraie question, c'est qu'en est-il au Danemark? Qu'en est-il au Danemark, le pays où on va chiller dans les cimetières? On peut se permettre d'aller... On peut quoi dans les cimetières? Chiller. Ah, on peut chiller. Chiller. Ah, bah, dis, on peut chiller. Teaser, on peut teaser aussi. Chiller et teaser. On peut chiller et Il y a aussi teaser. les gens de Marseille. Chile. Donc bon, je sais pas pour vous, mais moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que j'ai quand même pu voir que la ville était un peu en mode Halloween. Donc j'ai vu beaucoup de citrouilles dans les maisons, dans les familles. J'ai vu pas mal de décors. Bon, Tivoli, bien sûr, qui s'est mis en mode Halloween également. Tout à fait. Voilà, donc plus concrètement comment ça se passe? Eh bien sûr, la Scandinavie n'a pas échappé à la toute-puissance américaine et il semblerait que ce soit aussi dans les années 90 qu'Halloween se soit vraiment installé ici au Danemark. Et il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, la production danoise de citrouilles aurait augmenté de 10%. Donc là aussi, il y a du business à se faire. Ils nous attrapent la grosse tête, les Danois. Voilà. Donc, bon, l'occasion, la fête est principalement célébrée par les enfants et les adolescents qui vont à des soirées costumées, etc., etc. Il y a aussi Legoland à Billund. Je sais pas si vous êtes déjà allé Oui. visiter. Il y a un aéroport, oui. Non, Ouais. pas à Legoland. J'ai atterri à Billund. Billund, d'accord. Ça compte pas. Non, ça compte pas. C'est ça que j'y allais. Legoland apparemment à Billund fait également un énorme événement autour d'Halloween. Voilà, on peut aller voir des déguisements et beaucoup de citrouilles. Voilà, tout un univers effrayant qui est dédié à Halloween. Et encore une fois, on remarque que les marques sont toujours au premier rang pour détourner et profiter de ces fêtes traditionnelles. Mais au Danemark, il y a une autre fête qui est apparemment encore plus célébrée qu'Halloween. Est-ce que, pour les enfants en tout cas, est-ce que vous la connaissez? Ah, c'est pour les enfants parce que je pensais que c'était le J-Day 4 jours plus tard. C'est pas pour Elle a les aussi bien enfants. célébré cette... Non, mais je crois qu'on a une bonne réponse. Marie. Festeland. Le Festeland, tout à fait. Donc en fait, c'est le carnaval, hein, c'est un peu l'équivalent du carnaval.